la probabilité qu'il remporte l'élection de 2025 est assez importante. D'autant plus que ce double scrutin était un test avant l'élection de 2025. Le PPACI de Laurent Gbagbo n'imprime plus. Laurent Gbagbo, en étant le diviseur en chef, se tire des balles dans le pied. Ce qui fait que sa machine, sa puissance, quand vous avez connu le FPI dans les années 2000, voire même dans les années 90, lorsqu'ils sont sortis de clandestinité et que le multipartisme a été mis en place, ils avaient réellement un engouement populaire. Mais comme on ne comprend plus les décisions du leader, il ne s'entend plus avec des gens avec qui il a cheminé quasiment toute sa vie durant. Vous additionnez ces deux handicaps qu'ont les principales formations de Côte d'Ivoire. Le résultat fait que le RHDP est en position dominante. Je répète, je ne comprends pas ce besoin de cumuler autant les fonctions en Côte d'Ivoire. Petit exemple, dans la Mé, qui est une région, le président de la région est le Premier ministre actuel, Patrick Achi, et la capitale de la Mé est gouvernée par sa femme, Mère d'Adzopé. C'est quoi tout ça ? Il y a vraiment des mélanges des genres, on se permet certaines choses. C'est souvent à la marge, mais il faut avouer que ça n'honore pas ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ils auraient pu, d'autant plus qu'ils ont un personnel politique en général très pointu, bien formé, des gens brillants, qui laissent à d'autres le soin de pouvoir apporter quelque chose, que ce soit aux villes, aux régions ou au gouvernement. Aïe, c'est votre GSW. On est réunis à nouveau pour parler de politique, mais cette fois de politique ivoirienne. Tout le mois dernier, je n'ai parlé que de politique gabonaise. C'était les élections générales qui ont fini par un coup d'État, donc il y avait pas mal de changements, pas mal d'actualités à traiter. Mais là, on va revenir un peu au basique. On va parler de l'actualité internationale, de ce qui peut se produire à la fois dans le golfe de Guinée, donc là ce sera la Côte d'Ivoire. Le sujet du jour qui va nous occuper, ce sera les élections régionales et locales qui se sont produites le 2 septembre. Nous allons passer en revue donc les différents blocs. Comme vous le savez, dans ce pays, il y a 3 blocs majeurs, donc le RHDP, le Rassemblement pour les eaux-fouettistes et la démocratie et la paix, parti au pouvoir, qui regroupe le RDR d'Alassane Ouattara et quelques transfuges du PDCI. Le deuxième bloc, c'est le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui vient de perdre d'ailleurs son leader, l'ancien président Henri Konan Bédié, qui est décédé à 89 ans, il y a un mois aujourd'hui, si je ne m'abuse. Et le dernier bloc est un bloc composite, où vous avez des partisans de Laurent Gbagbo, donc le PPACI. Vous avez également son ex-femme, Simone Gbagbo, qui a créé elle-même son parti. Ensuite, vous avez l'ancien fils spirituel de Laurent Gbagbo, en tout cas le seul premier ministre FPI que Laurent Gbagbo a nommé lorsqu'il était président, Pascal Affi-N'Guessan. Aujourd'hui, il est allié au RHDP d'Alassane Ouattara. Et enfin, vous avez Charles Blé Goudé, qui lui aussi a été déporté à La Haye avec Laurent Gbagbo. Lorsqu'il est revenu, Laurent Gbagbo n'a pas voulu le recevoir, n'a pas voulu composer avec lui. Donc c'est le même problème qu'ils ont tous. Pascal Affi-N'Guessan, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, avec Gbagbo, ça ne passe pas. Du fait qu'ils soient divisés, ils sortent donc très affaiblis de ces élections régionales et locales. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous souhaitez qu'on discute en privé, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, SWDecrypt, donc Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Et en plus de pouvoir avoir échangé avec vous, je poste pas mal de contenu de décryptage de l'actualité. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes friand de ce genre de choses, je vous y accueillerai avec grand plaisir. Et on va pas prendre plus de temps, on va attaquer la vidéo dès à présent. C'est parti.
Mais vous l'avez dit, c'est déjà une large victoire, une très large victoire du parti au pouvoir, une vague orange même on peut dire. Le RHDP remporte pratiquement les 2/3 des communes et les 4/5 des régionales. C'est bien mieux que lors des dernières locales en 2018. Et puis les victoires de nombreux ministres, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Alors forcément, du côté de l'opposition, eh bien, les scores sont plus faibles. Pour rappel, le PDCI et le PPACI avaient noué une alliance, mais pas partout, ce qui les a parfois desservis. Comme je vous disais en introduction, le parti de Laurent Gbagbo, donc le PPACI, sort grand perdant de ces élections régionales et locales. À savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a très souvent des partenariats entre les trois blocs que je vous ai présentés en introduction. Et le partenariat actuel est entre le PDCI d'Henri Konan Bédié, de feu Henri Konan Bédié, et le PPACI de Laurent Gbagbo. Pour être totalement transparent, ce partenariat est beaucoup plus intéressant pour le PPACI de Laurent Gbagbo, parce que le PDCI, honnêtement, n'a pas besoin du PPACI pour pouvoir conquérir une circonscription, mais par contre, Laurent Gbagbo est très affaibli du fait de ses divisions de voix, donc il a impérativement besoin d'avoir un partenariat avec le PDCI. Et donc, pendant ces élections, il y a à peu près 31 régions en Côte d'Ivoire. Sur les 31 régions, 25 ont été gagnées par le RHDP. Les 6 autres se répartissent entre PDCI et indépendants, et quelquefois même indépendants proches RHDP. Parce que quelquefois, lorsque les investitures sont données, il y a des mécontentements. Donc il y a des gens qui se présentent en indépendant, et quand ils gagnent, ils réintègrent leur parti. Donc les 25 régions gagnées par le RHDP, il se pourrait même que ce chiffre augmente. Le PPACI de Laurent Gbagbo sort de là 100 régions, donc 0. Sur 201 communes, il n'y a que 2 mairies qui ont été gagnées par le PPACI. Le RHDP d'Alassane Ouattara s'en sort avec quasiment 130 communes sur 200. Et le reste, même principe que les régions, ça se partage entre le PDCI et les indépendants. À savoir que même dans son fief de Gagnois, donc sa ville d'origine, le RHDP a gagné. Pierre Dacoury Tablé est sorti vainqueur de cette élection avec 51,46% des suffrages. Même dans le Moronou, qui était pourtant un fief du FPI, il faut croire que les habitants de cette contrée ont préféré rester fidèles à Pascal Affi-N'Guessan. En plus, il est originaire de là-bas. Et c'était en général des endroits où le parti de Laurent Gbagbo faisait table rase. Mais il faut croire que tout ceci appartient au passé. Quasiment tous les cadres du PPACI qui ont été envoyés dans des coins et recoins de la Côte d'Ivoire ont tous été battus. Michel Gbagbo a été défait par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. D'ailleurs, je m'interroge toujours de ces mélanges des genres, ce cumul des mandats qui est excessif en Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir des ministres qui sont députés maires, vous pouvez avoir des ministres qui sont présidents de région, qui cumulent plusieurs fonctions comme cela, et donc c'est le cas d'Adama Bictogo, qui a défait Michel Gbagbo. À savoir que Adama Bictogo fait partie des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. L'homme le plus riche de Côte d'Ivoire est Jean-Louis Billon, qui est lui-même aussi un homme politique. Dans le privé, il est capitaine d'industrie. Bon, c'est un héritier. C'était Sifka, leur groupe a été lancé par leur père. Et donc, avec Adama Bictogo, ils font partie des plus grosses fortunes de Côte d'Ivoire. Tellement grosse fortune que, pour la victoire de cette élection à la mairie, il a fait un concert géant où il y a quasiment toutes les stars ivoiriennes qui sont venues prester. Il y avait des drones, enfin, je vais même pas tout vous décrire, je vais vous mettre ça à l'écran. Donc là, c'est VDA. Je me bats pour que demain soit meilleur. Il y en a qui sont jaloux de ça. C'est lui qui est au milieu, Adama Bictogo.
En voyant ces images, ça me fait penser à Ahmed Bakayoko lorsqu'il a fait sa campagne de 2018 à Bobo. C'était gigantesque, quasiment comme ça. Et il avait su travailler son image d'homme du peuple. Je peux peut-être faire partie des puissants. Je peux peut-être être à l'abri du besoin plus que de raison. Mais quand je me retrouve avec un livreur ou une femme qui va au marché, je sais être un Ivoirien lambda. Je peux aller m'asseoir, manger un garba, une sauce graine dans n'importe quel bubu. C'est même pas que je fais semblant, c'est réellement comme ça que je suis. Et j'ai l'impression que Adama Bictogo essaye d'utiliser quasiment le même couloir. Parce que donc là, il a été élu dans l'une des plus grosses communes du district d'Abidjan. Facile 1 ou 2 millions d'habitants. Adama Bictogo, vous verrez, va métamorphoser cette ville. De cette élection à la mairie de Yopougon, c'est pas juste qu'il veut cumuler les fonctions, non. C'est qu'il veut pouvoir être en meilleure posture pour pouvoir briguer la succession d'Alassane Ouattara dans 2 ans. Il aurait pu trébucher, il aurait pu ne pas être élu. Par le passé, on disait Yopougon de Gbagbo, parce que c'était un fief des partisans de Laurent Gbagbo. Il était quasiment impossible que le RDR de l'époque fasse des scores comme ils font aujourd'hui. Et là où Laurent Gbagbo est sorti de prison et qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire récemment, il aurait pu clairement avoir un retournement de situation et Adama Bictogo aurait pu être battu. Parce qu'en plus, vous le verrez tout à l'heure, le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, a désigné Michel Gbagbo comme étant son candidat à Yopougon pour ces élections municipales. Et Gbagbo n'a pas hésité lui-même à donner de sa personne. Si les gens étaient nostalgiques, parce que mine de rien, il y a quand même aussi un peu l'usure du pouvoir, ça va bientôt faire 15 ans que le RHDP est au pouvoir, ça ne fait pas forcément des heureux, donc c'était pas forcément évident pour Adama Bictogo. Il sait danser, c'est bien, mais il prend aussi la parole. Celui qui vit dans le diamant, qui porte la lumière, arrive. Oui, son surnom c'est le diamant noir. Merci. Ovation, ovation pour le diamant. Diamant noir. Adama Bictogo, Adama Bictogo, Adama Bictogo. Monsieur le maire. Regardez la réalisation. Et tout ça, il a réglé ça sur fond propre. Je ne sais pas combien lui a coûté cette campagne, mais je crois que c'est facile, 1 milliard, si ce n'est plus. Après, vous me direz, il y a 2 millions d'habitants. Si tu dois avoir une communication percutante, si tu dois occuper le terrain, il y a des enjeux qui coûtent très très cher. Hein. C'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Et pour la petite histoire encore, lorsqu'il a gagné pour encore jouer ivoirien lambda, il y a un coin à Abidjan qu'on appelle l'internat, c'est un espèce de maquis géant. Et donc, au moment lorsque la victoire a été proclamée, il a fait bière gratuite pour toute la soirée. Je ne sais pas combien ça lui a coûté, mais imaginez par exemple l'impact que ça peut avoir, surtout quand vous savez que les Ivoiriens c'est des ambianceurs, ils aiment profiter un peu de la vie, donc il y a la possibilité d'écouter de la bonne musique et d'avoir de la bière gratuite. Adama Bictogo y est. Les gars sont très malins, c'est même un peu cynique, mais ils utilisent correctement les armes qu'ils ont à leur disposition. Et malheureusement, par rapport à leurs adversaires, ça peut être un peu déséquilibré. Chers frères et sœurs de Yopougon, aujourd'hui, ce concert de remerciements s'inscrit dans notre démarche, la démarche de la reconnaissance, la démarche du retour de l'affection que vous nous avez apportée, la démarche de la reconnaissance que l'engagement que vous nous avez témoigné, la reconnaissance de la campagne que vous avez portée à bout de bras,
Parce que ce soir, si nous sommes ici devant vous et que je suis le maire de Yopougon, c'est grâce à vous. C'est donc au nom de toute cette équipe, évidemment, nous sommes des centaines. Je demanderai à tous ceux qui ont participé, qui sont en site. Et ça, c'est pas anodin, parce que il ne va pas pouvoir être tous les jours à la mairie. Et le fait de pouvoir bien préciser que je suis entouré d'une équipe et les voici, c'est eux qui prendront le relais au quotidien et moi je ferai le maximum pour être là quand c'est important. C'est déjà comme ça que Ahmed Bakayoko, feu le Premier ministre, lorsqu'il était maire d'Abobo, c'est comme ça qu'il procédait. Kandia Camara, qui est actuel ministre des Affaires étrangères, donc normalement une fonction qui t'appelle à être très souvent à l'étranger, elle est maire d'Abobo, commune de 1 ou 2 millions d'habitants. Et donc, quand elle n'est pas là, elle a des premiers maires adjoints sur lesquels elle s'appuie pas mal. Je répète, je ne comprends pas ce besoin de cumuler autant les fonctions en Côte d'Ivoire. Petit exemple, dans la Mé, qui est une région. Le président de la région est le Premier ministre actuel, Patrick Hachi, et la capitale de la Mé est gouvernée par sa femme, maire d'Adzopé. C'est quoi tout ça? Il y a vraiment des mélanges des genres, on se permet certaines choses. C'est souvent à la marge, mais il faut avouer que ça n'honore pas ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ils auraient pu, d'autant plus qu'ils ont un personnel politique en général très pointu, bien formé, des gens brillants, qui laissent à d'autres le soin de pouvoir apporter quelque chose, que ce soit aux villes, aux régions ou au gouvernement. Et donc pendant que c'était la fête du côté d'Adama Big Togo, voilà ce qui se passait du côté donc de Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, candidat PPACI, et donc là il est avec Dia Oufoué, qui représentait donc les couleurs du PDCI dans cette élection. Donc ils ont fait cette conférence de presse pour crier leur mécontentement suite à la victoire d'Adama Big Togo. On a commencé à 13h, on va finir à 17h, 10 non, on va finir à 17h, parce que ici c'est noir, si on reste trop longtemps, on pourrait être à ces gens de cas de figure là, il y en a eu partout. Les gens qui sont favorables. Les gens qui sont favorables. Et vous allez regarder les résultats que nous avons eu aujourd'hui à propos de dans la CEC4, CEC4, CEC3 et CEC9. Mais c'est du pareil même au résultat des législatives. C'est comme si c'est du copier-coller. C'est pour dire que c'est une machine qui est mise en place pour essayer de faire en sorte que les résultats soient toujours pareils. Mais en de quoi? Ce qui s'est passé là-bas, mais ça c'était la catastrophe. C'est la catastrophe. Et si on accepte aujourd'hui ce genre d'attitude, ça va continuer. Alors que notre objectif c'est de faire en sorte qu'on puisse faire des élections sans venir s'asseoir ici pour crier. À chaque fois c'est fatigant. Mais on a un seul parti en Côte d'Ivoire ici. Chaque fois qu'il y a une élection, ils trichent, on parle, ils continuent de tricher. Ils sont fous. Ils sont fous. C'est-à-dire qu'ils n'en ont dit rien contre les tricheurs. Et chaque fois qu'il y a une élection, ça continue. Nous, aujourd'hui, avec Pougon, nous décidons de mettre fin à cela. C'est pourquoi nous disons. Nous répétons. Il y aura le recours judiciaire au niveau de. Ils vont suivre. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il a dit tout à l'heure. 70% de déploiement a eu lieu, il était en tête. Mais lorsque Popo 2, CC4 est arrivé, ça a explosé. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Chaque fois, c'est la même chose. L'impression que j'ai, c'est qu'ils sont obligés de crier à la triche pour justifier ces résultats qui ne sont pas honorants pour ces deux formations politiques. Donc, il y a eu ces contestations à Yopougon. Bon, Dieu merci, ça n'a rien à voir avec ce que la Côte d'Ivoire a connu en 2010 où il y avait des morts dans les rues. Là, ils vont déposer des recours au niveau de la CEI. Et il faut savoir que il y a également eu une contestation à Cocody. Donc je vais déjà vous montrer une partie de la campagne d'Eric Tabat, le directeur de protocole d'Alassane Ouattara, qui veut cumuler cette fonction avec la mairie de Cocody. À savoir que Cocody est l'une des villes les plus huppées de Côte d'Ivoire. Il y a le siège de nombreuses ambassades, les résidences de tous les pontes du régime, même des pontes de l'opposition, parce que la bourgeoisie du PDCI comme les réfondateurs, ils vivent dans ces coins-là, eux tous.
Et donc voilà, le directeur du protocole d'Alassane Ouattara allant voter. Il arrive en Mercedes GLE. Excusez-nous. 100 000 € full option. On serait tenté de demander quand même d'où vient l'argent. Après, il fait peut-être des affaires. Après, je ne sais pas si c'est compatible avec sa fonction. Comme on dit en Côte d'Ivoire, voici un babaché. Décontracté. Il est là, simple, tranquille. Petit t-shirt Lacoste. Il vous montre qu'il est humble. Bonjour, alors ensemble les gars. Alors, vous allez bien? Ah oui, d'accord. Donc ça a été de sa fille, je suppose. En plus de ça, on vous montre qu'on est bon père de famille. Pas que sa femme est là également. En tout cas, les hommes politiques ivoiriens travaillent pas mal leur communication. Je suis quasiment certain qu'ils doivent faire appel à des boîtes, même pas forcément étrangères, hein, parce que sur place, il y a des compétences. Et c'est en général de bonne qualité, faut l'avouer. Et donc l'ambassadeur Eric Tabat à Cocody avait en face de lui Jean-Marc Yassé, qui est un ponte de la politique dans la famille et très connu dans le marigot politique ivoirien. Son père, Philippe Yassé, a été le premier président de l'Assemblée nationale et un compagnon de Houphouët-Boigny. Et pendant sa campagne, voilà le type de contenu qu'il a mis en place. Merci d'avoir accepté le progrès. Reconnaissant d'avoir été réélu maire de Cocody. Et la manière dont il est vêtu n'est pas anodine. Ce boubou, les bazins, les bijoux, la couronne, il veut clairement vous faire comprendre qu'on est impuissant, qui se met à votre disposition pour pouvoir vous servir. On aime ou pas, mais il faut reconnaître que c'est Kali. Je rends toute la gloire à Dieu qui donne l'autorité à qui il souhaite. Je tiens particulièrement à honorer la mémoire du président Henri Konan Bédié et du général Garçon Wassena Koné, à qui je dédie cette victoire. Et d'ailleurs, il est important pour les grosses figures du PDCI de gagner lorsqu'ils se sont présentés là à cette élection. Pour la simple et bonne raison qu'avec la disparition d'Henri Konan Bédié, il va falloir se battre pour la présidence du parti. Jean-Louis Billon, même Henri Konan Bédié vivant, disait déjà qu'il veut se présenter en 2025. Donc voilà déjà un concurrent de taille qui va vouloir la présidence du PDCI. On suppose que Jean-Marc Yassé va également vouloir une part du gâteau, voire un poste très intéressant et très influent au sein du parti. On verra Ewo tout à l'heure au plateau. Bref, ils sont nombreux comme ça à avoir besoin de manière impérieuse de sortir de cette élection-là avec une victoire. Et après cette vidéo où il remerciait donc les électeurs de l'avoir élu, à savoir que Eric Tabat, dans un premier temps, l'avait appelé pour le féliciter, mais il s'avère que plus tard, des informations lui sont parvenues, comme quoi il y avait eu des bourrages d'urnes, etc. Donc il a dû rétro-pédaler et annoncer qu'il irait
déposé un recours. Et d'ailleurs, même, j'allais oublier, la réélection de Jean-Marc Yassé est tellement un fait d'armes qu'il avait, dans cette élection, une dissidente du PDCI, Yasmina Ounia, qui elle-même aussi fait partie d'une des plus grandes familles de Côte d'Ivoire. Son père, Georges-François Ounia, a été directeur du protocole de Félix Houphouët-Boigny, de Henri Konan Bédié, du général Guéhi, ainsi que de Laurent Gbagbo. Donc il a servi 4 présidents, il est resté quasiment 40 ou 45 ans en service à la présidence. Donc ils font partie des gens puissants eux aussi. Et Yasmina Ounia est sortie de cette élection avec 13%, donc c'est 13% des voix qui ont manqué à Jean-Marc Yassé. Mais malgré ça, il a quand même été proclamé vainqueur. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un fait d'armes. Et Eric Tabat, donc, a déposé un recours. Et d'ailleurs, il y a une espèce de flou artistique, parce qu'après ce recours, il y a eu une perquisition des bureaux de la mairie de Cocody. Et ça a fini un peu au pugilat, parce qu'apparemment, la gendarmerie ne se reconnaît pas avoir envoyé des hommes sur place. Apparemment, il n'avait pas de mandat. Eric Tabat dit que lui ne sait pas si c'est son recours qui a provoqué donc cette descente des gendarmes. Bref, c'est incompréhensible. Et finit même par se demander si un jour la Côte d'Ivoire pourra organiser des élections sans qu'il n'y ait de contestation. Après, vous me direz, c'est des choses qui peuvent arriver. Mine de rien, une élection est un jeu, c'est le jeu démocratique, donc il peut y avoir des contestations. Du moment que ça se fait dans les règles et qu'il n'y a pas de violence, c'est le principe. Donc voilà un peu le mélodrame auquel nous avons assisté le lendemain ou le surlendemain du vote. Alors, population de Cocody, à 18h, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire rentre dans les locaux de la mairie de Cocody, sachant bien que l'administration arrête le travail à 17h. De deux, quand ils arrivent, ils donnent un faux prétexte à la police municipale, comme quoi ils devaient récupérer des documents avec la sous-directive des moyens généraux. Et la police leur dit le service est fermé, ils disent qu'ils veulent vérifier. Et direction, ils rentrent dans le bureau. Nous sommes là, et aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est un abus de pouvoir, car sans mandat, et le maire est là, le maire est en train de s'expliquer avec eux, ils ne peuvent même pas produire un mandat. Pourquoi sont-ils là? Vous avez donné 21 049 voix au maire de Cocody. Il a battu tout le monde dans la légalité. Et voilà ce qui se passe, la gendarmerie nationale. Qu'est-ce que je peux dire? On va rester calme, on va suivre ce qu'ils sont venus faire, mais ce soir, on va dormir avec eux. Si tu as Cocody, que tu m'entends, relie la mairie, viens à la mairie. Donc là, c'est un remake un peu de Charles Blé Goudé, lorsqu'il y avait eu la crise en Côte d'Ivoire en 2002-2003, où il avait fait une prise de parole au journal télévisé « Si tu dors, réveille-toi ». Je vais même d'ailleurs vous mettre un extrait, parce que c'est vraiment collector. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Une question se pose à nous maintenant au stade où nous sommes. Mourir dans la honte ou mourir dans la dignité? Êtes-vous prêts à mourir dans la honte ou dans la dignité, camarades? Et donc, la tension est montée comme ça à Cocody. Les deux concurrents, donc l'ambassadeur Eric Tabat d'un côté et Jean-Marc Yassé, ont finalement appelé au calme en attendant que le recours soit tranché. Et en plus de cette élection à Cocody, au plateau, il y a également eu une contestation. Donc là, c'est différent cette fois. C'est plutôt Fabrice Awenian, donc l'homme d'affaires richissime lui aussi. Il est propriétaire de Live TV. Il a un restaurant et un hôtel dans la baie des Milliardaires. Et il est aussi propriétaire d'une boîte de communication. C'est d'ailleurs sa société qui s'est occupée de l'élection d'Alassane Ouattara en 2010, de sa réélection en 2015 et également la dernière là en 2020. Donc c'est quelqu'un lui aussi de très important. Regardez par exemple comment il a travaillé sa communication. Mesdames et messieurs, sortez, sortez!
On dirait limite un clip. Et donc, vous avez Adama Bictogo qu'on appelle le diamant noir et Fabrice Awignon Kirikou. Pourquoi? Mais si quelqu'un a la réponse, hein, s'il vous plaît, dites-moi ça en commentaire, parce que la politique ivoirienne, ils acceptent de se tourner un peu en dérision. Ils sont très inventifs, on va dire ça comme ça. Vous imaginez les moyens qui ont dû être mobilisés. À savoir que le plateau, c'est le centre des affaires d'Abidjan. Il y a toutes les grandes entreprises, les administrations. Donc la journée, il y a bien facile 1 voire 1,5 million de personnes sur place. Et à 18h, quand ils partent, ils redescendent à quelques centaines de milliers. Il n'a pas hésité à utiliser sa chaîne de télé pour pouvoir faire sa communication. Donc déjà, son groupe de com a dû s'occuper de sa campagne. Et là, il met à profit ces canaux de communication pour pouvoir vendre sa candidature. Primaire à l'école de la RAN. J'ai eu ce qu'on appelle à l'époque le CEP bourse avant d'avoir mon bac au lycée technique d'Abidjan et d'aller donc à l'INSEP de Yamoussoukro. Donc je suis le pur produit de l'école ivoirienne, le pur produit de l'excellence de l'école ivoirienne. Beaucoup de clients des fois en présentation me disent mais Fabrice, tu as fait des études aux États-Unis, en France? Je dis ben non, j'ai tout fait ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à Yamoussoukro. Comme quoi, on peut faire des études en Côte d'Ivoire. On peut avoir des jeunes Ivoiriens formés ici, curieux, compétents. On peut donc réussir des choses. Et ça, c'est important de le dire aux jeunes pour que les jeunes l'entendent. Qu'ils n'aient pas le sentiment que des fois, il faut juste aller en Europe pour avoir un beau diplôme et pour réussir dans la vie. Première chose. On a voulu donc faire cette conférence là-bas parce que je voulais, d'un côté, que les gens se rendent compte de l'état vraiment du plateau. Parce que beaucoup de gens voient le plateau sans le voir vraiment. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière les immeubles. Et j'avais envie que les journalistes, pour une fois, voient les écoles du plateau. Voient les écoles où on envoie nos enfants. Si je vous demande sur le plateau, quelles sont les personnes les plus chères pour vous, vous direz ce sont mes enfants. Mais quand on envoie son enfant dans une école où il y a des trous dans le toit, dans une école où il n'y a pas de latrine, dans une école où il y a des serpents, j'avais envie que les journalistes viennent constater d'eux-mêmes l'état donc des écoles du plateau. On aurait pu facilement le faire dans un hôtel, dans une belle salle climatisée, mais non, j'ai voulu vraiment confronter donc, ces personnes-là à notre réalité. Donc il y avait un sujet effectivement pour moi de promotion de l'école ivoirienne, dans laquelle je crois absolument, et il y avait un sujet aussi pour moi donc de réalité sociale locale, on va dire ça comme ça. Vous avez parlé de formation, on a vu pendant votre campagne électorale, vous avez formé des jeunes. Pourquoi ce choix? Quelle est votre ambition en fait pour cette jeunesse au plateau? En fait, vous savez, je le dis souvent dans des réunions, dans des meetings, et je vais prendre le temps de l'expliquer ici. Il y a plusieurs types de jeunesse. Il y a une jeunesse qui va à l'école. Il y a une jeunesse donc qui va à l'université ensuite. Celle-là, on veut donc, comme vous l'aurez compris, il y a pas mal d'enjeux dans cette élection au plateau ici. Là, il met en évidence les trous dans la raquette qu'il a identifiés sur la gestion du maire précédent, donc Jacques Ewuo. Malheureusement, ça n'aura pas suffi pour lui permettre de pouvoir gagner cette commune. C'est d'ailleurs même la deuxième fois que Fabrice Awignon essaye de ravir le plateau au PDCI. Je vais vous passer une partie de la communication de Jacques Ewuo. Relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'aimerais savoir, monsieur le maire, quelle action avez-vous entrepris, on va dire, pour rendre le plateau en commune plus intelligente dans les années à venir? Nous avons débuté par la mairie, puisque aujourd'hui l'état civil a été donc aménagé. Nous avons fait des investissements pour que l'accès aux différents documents
se fasse rapidement. Donc, si vous y rendez, c'est dit. Et donc là, lui, il a utilisé donc NCI, Nouvelle Côte d'Ivoire, la chaîne concurrente de Live TV. À savoir que il faut bien préciser qu'en Côte d'Ivoire, depuis la libéralisation de l'audiovisuel, il y a 2 groupes de télé qui ont été créés. Donc Live TV, propriété de Fabrice Awenion, donc proche d'Alassane Ouattara, qui s'occupe de sa communication, de la communication institutionnelle du palais. Et vous avez Nouvelle Côte d'Ivoire, qui appartient à Yann Folleroux, ou Johan Folleroux. Corrigez-moi aussi dans les commentaires si je me trompe. Ce monsieur est le fils de Madame Ouattara, de Dominique Ouattara. Il est également, donc en plus d'être dans l'audiovisuel, il est dans l'import-export, la vente de cacao. Et d'ailleurs, juste au début de la présidence d'Alassane Ouattara en 2010, je crois qu'il venait à peine d'arriver, qu'il y a eu un scandale sur ses activités de vente de cacao. Il savait quand est-ce que l'offensive devait avoir lieu, quand est-ce que les rebelles devaient descendre du nord pour prendre Abidjan. Enfin, je parle au conditionnel, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de procès, donc on n'a pas le fin mot de l'histoire. Il aurait donc acheté de gros volumes de cacao, faisant ainsi en sorte que les prix soient au plus haut à cause de la situation sécuritaire dans le pays. Et donc il les a revendus avec une grosse plus-value. C'est vraiment la seule fois où les Ouattara ont été pris la main dans le sac. Donc vous avez ces 2 groupes-là qui sont tous dans l'escarcelle, ou en tout cas proches d'Alassane Ouattara. Au-delà de ces duels qu'il y a pu avoir entre PDCI et RHDP pour la grande partie, la deuxième force politique de la Côte d'Ivoire, à l'épreuve des faits, ce n'est plus le PDCI ou le PPACI, mais c'est les indépendants. Ils ont raflé quasiment 41 communes lors de cette élection, donc il y en a 200. Le RHDP en a donc, comme je vous le disais, 120 ou 130. Les indépendants, 41 communes. Le reste se partage donc par le PDCI, vu que le parti de Laurent Gbagbo n'a que 2 communes qu'ils ont réussi à décrocher. Plus on enchaîne les élections, plus on se rend compte que les indépendants grignotent de plus en plus de terrain. Est-ce dû au fait que les partis politiques ont du mal à pouvoir faire des investitures qui soient justes et qui ne poussent pas certains de leurs militants à aller se lancer en indépendant et donc à être un peu des Brutus? Au-delà de ce fait, des indépendants qui sont de plus en plus mouse, on constate un recul des formations historiques. Le PDCI, par exemple, qui a été le parti unique, qui a une implantation importante sur le terrain, mais plus on enchaîne les élections, plus les scores sont de plus en plus mauvais. Et là où en plus Henri Konan Bédié vient de décéder, à savoir que ce parti a été créé dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, quoique, années 60, honnêtement j'ai un trou de mémoire. En tout cas, ça fait plus de 50 ou 60 ans qu'il existe. En 60 ans d'existence, il n'a eu que 2 présidents, Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, qui n'a jamais voulu passer la main. Et je ne suis pas certain qu'il y ait un plan de succession qui ait été établi. Enfin, vous me direz, c'est un parti politique, c'est aux militants de décider qui ils doivent élire pour les diriger. Ils vont être là à la croisée des chemins, parce que il y a une hégémonie du RHDP qui risque de leur être dommageable, à la fois au PDCI comme au parti de Laurent Gbagbo, au PPACI. Si en 2025, Alassane Ouattara décide de se retirer et désigne un dauphin ou laisse ses ouailles définir eux-mêmes quelqu'un pour prendre sa suite, vu le bilan qu'ils ont, la probabilité qu'ils remportent l'élection de 2025 est assez importante. D'autant plus que ce double scrutin était un test avant l'élection de 2025. Le PPACI de Laurent Gbagbo n'imprime plus. Laurent Gbagbo, en étant le diviseur en chef, se tire des balles dans le pied.
ce qui fait que sa machine, sa puissance, quand vous avez connu le FPI dans les années 2000, voire même dans les années 90, lorsqu'ils sont sortis de clandestinité et que le multipartisme a été mis en place, ils avaient réellement un engouement populaire. Mais comme on ne comprend plus les décisions du leader, il ne s'entend plus avec des gens avec qui il a cheminé quasiment toute sa vie durant. Vous additionnez ces deux handicaps qu'ont les principales formations de Côte d'Ivoire. Le résultat fait que le RHDP est en position dominante. Quand est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, parce que je perçois de plus en plus un espèce d'usure. Ok, ils font des choses, ils sont en train de révolutionner le pays, mais bon, on ne veut plus les voir. C'est pas encore quelque chose de très répandu, mais ça commence à monter. Et c'est pour ça qu'il y a besoin, tous les 10, tous les 15 ans, d'une respiration démocratique. Si Alassane Ouattara est clairvoyant, espérons qu'en 2025, il ne se représentera pas. Parce que quand vous voyez en plus je vais parler un peu comme Macron, l'épidémie des coups d'État qu'il y a en ce moment, que ce soit en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, maintenant avec le Gabon, qu'il ne prenne pas le risque, après tout ce qu'il a fait, de clôturer sa présidence par un coup d'État. Ce serait vraiment dommage. Donc en 2025, il gagnerait à continuer d'écrire l'histoire en sortant par la grande porte, qu'il y ait une passation de pouvoir apaisée. Espérons que si c'est son successeur qui remporte l'élection de 2025, que ça ne finisse pas seulement comme Mohamed Bazoum au Niger, qui a pris la suite de son ami Mahamadou Issoufou. Et d'ailleurs, je lisais un article cette semaine où cette amitié de 30 ans est en train de s'étioler, parce que depuis que Bazoum est en prison, enfin enfermé dans sa résidence présidentielle, il a l'impression que Mahamadou Issoufou a fait en sorte que le général Tiani le fasse tomber, et donc espérons que le successeur d'Alassane Ouattara n'ait pas à vivre les mêmes événements. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la Côte d'Ivoire. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou s'il y a un autre point que vous auriez souhaité que je traite, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la, faisons en sorte que la communauté grandisse, donc soyez proactifs. Si vous pouvez faire tourner la vidéo autour de vous, je vous en serai gré. Je vais pas prendre plus de temps, je vais vous souhaiter une excellente soirée, ou une très belle journée, en fonction de quand vous voyez cet épisode. Je vous dis donc à très bientôt, c'était votre GSW, peace out.